fait exposé dans le congrès de la Société française de gérontologie de gériatrie qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, en novembre dernier, à Paris. À toi la parole. Du professeur Samira Rabhi, qui n'a pas pu être parmi nous pour des raisons de santé. Je lui souhaite un très bon rétablissement. En fait, c'était un réel plaisir d'assister aux journées annuelles de la SFGG à côté de notre délégation âge, mes chers amis et maîtres, professeur Mounam Ammar, professeur Samira Rabhi, docteur Oudreri. Les journées annuelles de la SFGG sont un véritable temps fort pour les gériatres et les gérontologues. Excusez-moi. Voilà. Ça passe là. Le congrès de la SFGG, c'est 1600 participants, 340 posters, 25 partenaires, 63 communications orales, 35 sessions. Les sessions qui ont connu le plus grand succès, c'était celles qui s'intéressaient aux nouveautés, quoi de neuf, et celles qui traitent les bonnes pratiques cliniques, les pièges à éviter dans les usages des médicaments, les situations d'urgence, la cardiogériatrie, l'oncogériatrie, la neurogériatrie ou encore les parcours de soins. Les enjeux des journées de la SFGG, comme il a été dit par son président, professeur Olivier Guérin, c'est de résoudre la question principale qu'allait être notre société vieillissante, qui est la perte d'autonomie. La conférence inaugurale a porté sur les métiers du grand âge. Madame Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, est venue présenter son plan pour rendre plus attractifs les métiers du grand âge. Ce plan a pour objectif de répondre à la crise actuelle en France et à la baisse d'attractivité des métiers du grand âge. Le choix est centré sur 2 métiers, aide-soignant et accompagnant à domicile. Des préconisations construites autour de 5 axes forts: assurer des meilleures conditions d'emploi et de rémunération, réduire la sinistralité qui est quand même supérieure à celle du bâtiment et travaux publics, moderniser les formations, changer l'image des métiers et innover pour transformer les organisations et garantir la mobilisation des acteurs et des financements. Une question s'impose: qu'en est-il au Maroc? 2 anciens présidents de la SFGG à l'honneur pour promouvoir la discipline et encourager les innovations technologiques. Professeur Françoise Forette, ancien chef de service de gériatrie de l'hôpital Broca à Tanger, qui a détaillé 7 raisons pour lesquelles les jeunes médecins devraient s'intéresser à la gériatrie et la considérer comme la spécialité d'avenir. La gériatrie est une spécialité jeune, est une spécialité fondamentale, permet une collaboration avec les autres, c'est une spécialité aux métiers multiples, aux perspectives nombreuses, c'est une spécialité politique, fondée sur l'éthique et en plus, elle est super dynamique. Le professeur Alain Franco, ancien chef de département de gérontologie de Grenoble, a considéré que la gériatrie donne l'opportunité de se bagarrer et d'avancer, de se tourner vers le progrès, et que les gériatres sont par définition des innovateurs. Par conséquent, il ne faut pas qu'ils ratent cette vocation. Le Quad 9 en cardiogériatrie était présenté par le professeur Olivier Hanon, qui a commencé sa présentation par une question: faut-il donner le traitement antihypertenseur le matin ou le soir? Dans cette étude récente, tout à fait remarquable, publiée dans le Journal européen de cardiologie, les auteurs ont randomisé plus de 18 000 personnes, 9 000 patients dans chaque bras, un bras qui prenait le médicament le matin, un bras qui prenait les médicaments le soir. Ces personnes ont été donc suivies et leurs résultats étaient vraiment impactants, surtout pour notre pratique quotidienne, de façon très significative, moins de 42% des événements cardiovasculaires quand le médicament hypertenseur est pris le soir. Donc la réponse au professeur annonce, c'est que évidemment le soir. Concernant les statines chez le sujet âgé, il y a des choses qui sont changées. Dans une étude française faite par l'assurance maladie sur une problématique majeure qui est l'utilisation des statines chez le sujet âgé, à partir des données de l'assurance maladie, les auteurs ont regardé les effets de l'arrêt des statines chez les patients de plus de 75 ans en prévention primaire.
Donc, classiquement, on dit qu'en prévention primaire, on ne donne pas de statine chez le sujet âgé, mais là, ce n'est pas une initiation. Là, c'est des patients qui étaient sous statine, et quand ils sont arrivés à 75 ans, les médecins avaient décidé l'arrêt de ces statines. Donc, pour les résultats, on pouvait imaginer qu'il n'y aura pas de différence, mais curieusement, on voit une augmentation de 33% des hospitalisations pour événements cardiovasculaires après arrêt des statines et une augmentation des événements coronaires de 46%. Donc, le message est que même en prévention primaire, si nos patients sont déjà sous statine, il ne faut pas les arrêter. La contention physique avec l'enquête PUC. Pour rappel, l'enquête PUC, c'est pratique et usage en gériatrie et gérontologie, est une enquête médicale initiée en France par la SFGG en 2011. C'est des enquêtes qui sont à destination des professionnels de santé. Il s'agit d'enquêtes qui constituent une ressource importante puisqu'ils donnent une photographie médicale annuelle sur des sujets qui touchent en particulier les personnes âgées. L'enquête PUC portait cette année sur la contention dans les établissements de soins pour les sujets âgés. L'HAS avait défini la contention physique passive en la caractérisant par l'utilisation de tout moyen, méthode, matériel ou vêtement qui empêche ou limite les capacités de mobilisation volontaire de tout ou d'une partie du corps dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour une personne qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté. Cela inclut donc tous les moyens éventuellement inappropriés. Drap, usage de double barrière de lit, tout ça c'est de la contention. Pourquoi on la pratique? Pour prévenir la chute, pour contenir l'agitation, pour limiter la déambulation. Elle a une morbidité importante, des escarres, des infections nosocomiales, des chutes, des blessures graves, de l'agitation. Et ça peut engendrer aussi une augmentation du risque de mortalité. Donc, la méthodologie de cette étude, c'est une étude observationnelle, étude en ligne un jour donné, via mailing, avec les établissements volontaires. Et les résultats, les principaux résultats ont trouvé que les barrières de lit et ceinture restent les mesures majoritairement utilisées. Le risque de chute reste dans la grande majorité des justifications des mesures de contention, avec plus de 95% en EHPAD. La prescription parfois date de plusieurs mois, voire des années. Il y a peu de prescriptions 24 heures sur 24 heures en EHPAD, mais il y a quand même une majoration de nuit vu l'impact de l'effectif des soignants. La formation des soignants reste aussi à parfaire et on attendra les résultats de la poursuite de cette étude en 2020. L'actualité en infectiologie, un mot sur les examens complémentaires dans les infections respiratoires. Je rappelle que les pneumonies sont la première cause infectieuse d'hospitalisation et de décès. Il ne faut pas se contenter d'une présomption clinique pour débuter les antibiotiques. En cas de radiologie non conclusive, il faut penser à l'écho ou au scanner pulmonaire. La procalcitonin et la CRP ne permettent pas isolément de conclure. Les PCR virales permettent de redresser un faux diagnostic et il faut penser aux ischémies myocardiques silencieuses, grevant le pronostic. La ceftriaxone, en octobre 2019, l'ANCM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a émis un rappel destiné aux professionnels de santé sur les voies d'administration de la ceftriaxone. Elle a rappelé l'usage non conforme de la ceftriaxone par voie sous-cutanée. Devant vous voyez les réactions des gériatres entre étonnement et colère. L'ANSM a émis un autre avis en novembre 2019, laissant la possibilité dans certaines situations aux cliniciens de juger l'administration de la ceftriaxone par voie sous-cutanée en évaluant le rapport bénéfice-risque et sous réserve d'en informer le patient et sa famille. Le professeur Gavasi a rappelé que malheureusement, la grippe, ce sont des millions de cas par an et on vaccine encore très peu. Pourtant, pour le tétanos, c'est quelques cas par année et on vaccine la grande majorité de la population. On sous-estime à tort la grippe, c'est une maladie très très grave chez les personnes fragiles, notamment chez les personnes âgées et les personnes polypathologiques. Une étude toute récente qui nous vient du Danemark nous révèle que le vaccin antigrippal protège de la mortalité cardiovasculaire de façon significative. L'enquête PUC de 2016-2017
avait montré que les patients hospitalisés pour grippe avaient des décompensations d'organes dans 57% des cas et que l'évolution dans les 3 mois suivant leur hospitalisation était caractérisée par une mortalité majorée de 13% et une dépendance persistante de 35%. Ces conséquences sont trop graves pour ne pas être prises au sérieux. La grippe est un stresseur sévère chez les sujets âgés. Le délai de décès reste à déterminer et l'impact direct, chute, fracture, complications, dépendance, reste à mesurer à court et à moyen et à long terme. L'évaluation de la douleur, Algo plus ou Dolo plus. Algo plus, c'est une échelle d'évaluation comportementale de la douleur aiguë chez les personnes âgées présentant des troubles de la communication verbale. Elle comporte 5 items basés sur l'observation du sujet âgé non communicant. L'échelle Dolo plus, c'est aussi une échelle d'évaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée. Dolo plus se présente sous forme d'une fiche d'observation comportant 10 items. Alors, l'algorithme pour savoir comment utiliser Algo plus ou Dolo plus, il faut d'abord essayer d'obtenir une auto-évaluation de la douleur à travers les échelles visuelles simples et les échelles visuelles analogiques. Pour faire simple, si l'auto-évaluation est douteuse ou impossible, il faut faire une hétéro-évaluation avec l'échelle Algo plus. Si le score est inférieur à 2, il faut passer à Dolo plus. Si le score est supérieur à 2, il faut passer directement à l'usage des ontalgiques. Donc, pour qui Algo plus et Dolo plus? Pour repérer les troubles de communication verbale, repérer la douleur chez les sujets qui ont des troubles de la communication verbale. Comment il faut appliquer l'algorithme qu'on a vu d'évaluation et quand? C'est toujours pour systématiser les évaluations et pour les réévaluations après traitement ontalgique. L'usage des ontalgiques chez les sujets âgés qui vont avoir une chirurgie ambulatoire. Je rappelle la place du gériatre dans la prise en charge des douleurs chez les sujets âgés qui vont avoir une chirurgie ambulatoire. Le gériatre doit intervenir en amont pour la réalisation d'une évaluation gériatrique standardisée en préopératoire. Puis il va participer à l'élaboration du protocole ontalgique spécifique au sujet âgé avec les anesthésistes et les algologues. Et puis par la suite, il va participer à l'organisation du suivi à la sortie. Donc, principalement, durant la consultation préopératoire, le gériatre doit s'assurer de la présence, de la qualité de l'accompagnant, qui est les dons de qualité. Les spécificités du traitement ontalgique post-opératoire du sujet âgé, c'est comme chez l'adulte jeune, il faut passer par le palier 1. Le paracétamol reste l'ontalgique de choix chez le sujet âgé. Je rappelle que pour le palier 2, le tramadol peut entraîner un syndrome confusionnel chez le sujet âgé. La poudre d'opium, on n'en a pas au Maroc. La codéine aussi, il y a une variabilité individuelle très importante pour la codéine. Le néfopam, il ne faut pas l'utiliser chez le sujet âgé. Il a une action anticholinergique et les AUNS, bien sûr, bien entendu, avec leurs effets secondaires les plus importants chez le sujet âgé, qui sont l'hémorragie digestive et l'insuffisance rénale. Il ne faut pas les utiliser quand la clairance de la créatinine est inférieure à 50 ml par minute. Chez les sujets qui n'étaient pas calmés par les ontalgiques de palier inférieur, il faut utiliser les opiacés forts. Et il faut passer par la titration, il faut privilégier les formes orales. On commence une titration à faible dose, donc avec la dose minimale efficace pour éviter les effets indésirables. En neurogériatrie, on s'est intéressé à la maladie de Accord-Delewy et la démence parkinsonienne. Je rappelle que professeur Verny a rappelé que les démences associées à des Accord-Delewy regroupent les maladies Accord-Delewy au stade de démence et les démences parkinsoniennes. La maladie Accord-Delewy, sa prévalence dans la population de plus de 65 ans est de 0,7%. Elle représente 15 à 20% des sujets déments. Elle représente 22% des déments de plus de 85 ans. C'est très fréquent aussi. La démence parkinsonienne, après 10 ans d'évolution de la maladie de Parkinson, 75% des parkinsoniens vont présenter une démence.
Les troubles psychotiques sont très fréquents dans les démences parkinsoniennes et les démences à corps de Lewy. Donc, pour les hallucinations, attention avec les antipsychotiques. Il ne faut pas utiliser d'antipsychotiques, sauf la clozapine. Toutefois, la clozapine, il faut, quand on est contraint à l'utiliser, il faut savoir qu'il peut donner des neutropénies sévères. C'est pourquoi on fait des contrôles de l'ANFS chaque semaine pendant 18 semaines. Après, on fait des contrôles mensuels. Donc, avant de commencer tout antipsychotique, le minimum est de regarder au minimum l'existence ou pas d'un syndrome parkinsonien subtil. Pourquoi pas d'antipsychotiques dans la maladie de corps de Lewy? C'est parce que les malades à corps de Lewy ont une sensibilité aux antipsychotiques avec des conséquences qui pourraient être très graves. La kinésie, la rigidité, c'est-à-dire augmentation du syndrome parkinsonien, du chute, une augmentation des troubles cognitifs, une confusion et ça peut entraîner aussi un syndrome malin des neuroleptiques. Pour les troubles des comportements en sommeil paradoxal, la mélatonine, mais pas en libération prolongée, en préparation magistrale, 3 mg 1 heure avant le coucher et si nécessaire 6 mg après une semaine. Pour les troubles cognitifs et les fluctuations de vigilance, il faut bien penser au syndrome d'apnée de sommeil. 35 à 60% des maladies à corps de Lewy ont un syndrome d'apnée de sommeil. Pour les traitements non pharmacologiques de la maladie à corps de Lewy et les démences parkinsoniennes, les remédiations cognitives dans la maladie de Parkinson ont prouvé leur importance. Le professeur Marc Vernier a parlé de la prise en charge médicamenteuse des troubles moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson à début tardif. Cette maladie débute avec des lésions non dopaminergiques précoces, voire présentes d'emblée. Et la réponse dopaminergique est le plus souvent partielle. La prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le neurologue devrait prendre en charge les troubles moteurs, alors que les troubles non moteurs est l'affaire de tout le monde. Les règles thérapeutiques, savoir déterminer quand le traitement devient nécessaire. Il faut préférer la dopathérapie seule, jamais d'anticholinergique a priori. Il faut utiliser des agonistes en fonction du profil de patient, c'est-à-dire au cas par cas. Je rappelle les signes neuromoteurs de la maladie de Parkinson, c'est quoi? C'est des troubles neuropsychiatriques, des troubles d'humeur, des troubles psychotiques, des troubles cognitifs. On peut avoir aussi de la dysphagie, des troubles urinaires et des variations de tension, notamment la chute tensionnelle. En conclusion, la difficulté est de savoir ce qui est lié au simple vieillissement, aux comorbidités et aux collésions qui sont vasculaires et dégénératives. L'importance de la prise en charge des signes non moteurs de la démence parkinsonienne et la prise en charge globale, toujours en pragmatisme. La prescription médicamenteuse chez les sujets âgés. Il est de souligner que les consommations des OTC, qui sont les médicaments passer devant le comptoir en médication officinale, ou chez nous les médicaments qui sont dispensés sans ordonnance. Elle est très préoccupante aux États-Unis, comme d'ailleurs aussi chez nous. Les sujets âgés qui observent très bien ces médicaments, surtout ces médicaments, ils les ont payés. Donc ils finissent la boîte, dans 40% des cas. Dans la majorité des cas, c'est des médicaments qui sont pris pour les troubles du sommeil. Mais malheureusement, ce self-management ne tient pas compte des pathologies sous-jacentes qui elles-mêmes induisent des troubles du sommeil. Donc cette consommation a fait de réduire l'automédication pour les troubles du sommeil un plan de santé aux États-Unis. Il n'y a pas que les médicaments OTC pour les troubles du sommeil qui sont dangereux, il y a aussi les anti-allergiques, la diphénhydramine, la loratadine. Il y a aussi la promethazine qui a un effet adrénolytique et antidopant. Il faut faire très attention avec les décongestionnants nasaux, la pseudoéphédrine et l'association anticholinergique vasoconstricteur pour avoir une morbidité cardiovasculaire importante. Les IPP et récidives d'infection à Clostridium difficile.
Les patients qui utilisent continuellement des IPP avaient des risques accrus de récidive de Clostridium difficile. Dans cette étude, la plupart des prescriptions ne se basaient pas sur des indications de prescription. Donc, à chaque fois qu'il n'y a pas d'indication à utiliser les IPP, il faut les éviter. Je rappelle les indications des inhibiteurs de la pompe à protons selon l'HAS. Les 3 indications principales, c'est le traitement du reflux gastro-œsophagien, l'œsophagite par reflux gastro-œsophagien, la prévention et traitement des lésions gastro-duodénales dues aux anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque et l'éradication de l'Helicobacter pylori. Donc, la prévention des lésions gastro-duodénales dues aux AINS chez les patients non à risque, c'est-à-dire les patients moins de 65 ans, sans antécédents ulcéreux, n'étant traités ni par anti-agrégants plaquettaires, ni par anticoagulants, ni par corticoïdes, n'est pas indiqué. Un mot sur les IPP et le risque de troubles neurocognitifs majeurs. Cette étude allemande suggère un effet indésirable encore peu connu du médicament. Chez les patients âgés, une prise prolongée d'IPP pourrait accroître, après prise en compte des facteurs de confusion possibles, de 44% à 66% le risque de démence. Je ne vais pas parler des actualités en nutrition chez les sujets âgés, même s'il y a des recommandations nouvelles, ça va être traité cet après-midi. J'ai choisi 4 posters qui me paraissent intéressants. L'asthme comme facteur de fragilité chez le sujet âgé. Dans cette cohorte, les auteurs ont étalé les résultats de cette cohorte qui a étudié l'association entre asthme et fragilité à partir des données recueillies sur 26 ans chez 12 345 participants âgés entre 61 et 77 ans. Les résultats, c'est que les participants asthmatiques présentaient un risque majoré d'être fragiles. Et avant de prescrire un dispositif inhalé à ces asthmatiques, il faut évaluer d'abord la pertinence de notre prescription. La prévalence des erreurs de manipulation des médicaments inhalés se révèle plus importante chez les malades âgés. La performance de la bandelette urinaire pour le diagnostic de l'infection urinaire est toujours importante. Donc, elle a une sensibilité élevée, elle a une bonne valeur prédictive négative dans cette étude. Elle doit être utilisée en première intention en ville et au cabinet des médecins généralistes et des médecins gériatres aussi. Tous les médecins. Un mot sur les gérants technologiques qui sont la spécialité, l'avenir de notre spécialité, avec 2 posters qui me paraissaient importants. Qui avait comme résultat le résultat intéressant de l'intégration d'un casque de réalité virtuelle pour maintenir la motivation, l'engagement à l'effort et à la performance physique des personnes âgées, avec des effets bénéfiques aussi en soins palliatifs. Je vous remercie pour votre attention. Et à l'année prochaine. Merci, Dr. Akleh, pour ce panel.